je vends ma première entreprise, je sais que je vais en créer d'autres derrière, et donc je crée les conditions de pouvoir réinvestir de façon la plus intéressante fiscalement possible. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Partner in Business. Aujourd'hui, on interview Louis Gouzon de Lalande, qui est le directeur de la partie gestion de fortune pour BNP Paribas Banque Privée. C'est un métier passionnant, il y a plein de bons conseils et plein d'erreurs à éviter aussi dans cet épisode. Il faut savoir que BNP Paribas est le leader sur la partie gestion de fortune et banque privée, c'est les pionniers. Et donc on a vraiment quelqu'un qui sait de quoi il parle et qui me raconte des choses hyper intéressantes. Je vous conseille de regarder cet épisode jusqu'au bout et vous allez apprendre plein de choses. Bonjour Louis. Bonjour Jean. Merci de participer à cet épisode où on va traiter de gestion de fortune. Mais pour commencer, j'aimerais bien que vous vous présentiez rapidement et que vous nous expliquiez ce que vous faites. Donc j'ai la petite cinquantaine, je suis marié, j'ai 3 enfants et je travaille chez BNP Paribas depuis un certain temps. J'ose pas vous dire le nombre d'années, je vais le conserver pour moi, mais sachez que j'ai un parcours qui est plutôt au sein du réseau France Grandes Entreprises et relations avec les ETI. J'ai également fait du management sur du retail auprès de banques privées. En gros, la moitié de ma carrière professionnelle à Paris, la moitié en région, et mon dernier poste, et c'est celui de directeur de la région Grand Est. Donc je couvrais, basé depuis Strasbourg, les régions Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté. Donc à la fois sur la partie retail, banque privée, corporate, j'avais un peu plus d'1 millier de personnes dans mes équipes. Et puis on m'a proposé de prendre la tête de la direction de la gestion de fortune pour la France. C'était un enjeu tout à fait intéressant. Moi, je suis encore une fois un banquier d'entreprise et donc aller travailler également sur la partie entreprise, parce qu'une bonne partie de nos clients sont des clients qui proviennent du monde de l'entreprise, mais également sur tous les aspects patrimoniaux, et que c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. On est, peut-être un mot, on est parisien, mais on a des banquiers dans toutes les grandes villes de région, enfin dans toutes les régions, toutes les grandes villes de France. On a 14 implantations en dehors de notre implantation parisienne. On a des clients qui souhaitent absolument être suivis en local. Moi, j'étais basé à Strasbourg, donc j'avais mes banquiers de gestion de fortune à Strasbourg, parce que cette dimension locale était extrêmement importante pour nous. Et puis, parfois en région, on a des clients qui nous disent « Non, mais moi, je veux surtout pas être suivi en local parce que j'ai peur que ça s'ébruite, machin, etc. » Bon, entre nous, on fait extrêmement attention à la confidentialité, bien sûr. Et donc, je souhaite être suivi par un banquier à Paris. Maintenant, avec les outils digitaux, ça, on communique très, très facilement. Donc, on a les différentes cas de figure, mais c'est vrai qu'on s'est très fortement développé en province, dans les régions, depuis quelques années. C'est vrai que dans la gestion de fortune, on a une très grande partie de nos clients qui sont liés de près ou de loin ou qui ont été liés à une entreprise. Beaucoup d'entrepreneurs, donc. Il y a différents profils. Et je crois que ce sont des entrepreneurs qui nous écoutent aujourd'hui. Ce que ça représente. Oui, ce que ça représente. D'abord, on va prendre un client classique, peut-être comme vous, Jean. On aime bien prendre les clients assez jeunes, typiquement un client dont on a pu financer les études, étudiant, donc il est client en agence, et puis il va monter son entreprise. Et donc là, on va l'accompagner à la fois sur la partie patrimoniale, mais aussi sur la partie entreprise. Donc il est toujours client en agence. Son entreprise gagne en taille. Il commence à dégager des revenus plus importants, et à ce moment-là, il devient client de la banque privée. Okay. Bah, si je devais associer cela à une image un peu classique, c'est, vous voyez, le costume de prêt-à-porter que vous allez avoir, alors qui peut être déjà très bien, mais en agence, c'est la relation en agence, et puis après, vous allez passer à la banque privée, où là, vous êtes sur un costume en demi-mesure. Donc déjà, on va avoir une relation avec nos clients qui va commencer à être vraiment beaucoup plus fine, précise. Et puis, une fois que l'entrepreneur réalise une opération de liquidité, qui peut être une cession partielle ou totale de son entreprise, ou une remontée de dividendes significative, par exemple, à ce moment-là, il peut devenir client de gestion de fortune, puisqu'on démarre le suivi de nos clients. Alors, on a un seuil qui est à 5 millions d'euros d'actifs financiers, donc qui est déjà assez important chez nous, qui peut être un peu en deçà à partir du moment où on a un client qui a un potentiel derrière, et c'est souvent le cas des dirigeants d'entreprise. Et après, on a plusieurs segments de clients en gestion de fortune, puisqu'on peut aller jusqu'aux plus grandes familles françaises qui sont également clients de nos équipes de gestion de fortune, avec des banquiers dédiés, avec des équipes d'experts qui sont dédiés à leurs problématiques bien particulières. Du coup, c'est intéressant l'aspect, parce qu'en fait, vous vous occupez aussi des plus grandes familles jusqu'aux plus grandes familles françaises. Et ces gens-là, juste par curiosité, ont un banquier dédié, c'est-à-dire qu'il y a une personne qui ne travaille que pour eux?
Alors non, on a des banquiers de gestion de fortune, on va dire classiques, hein, qui ont un certain nombre de clients, un nombre qui est assez limité puisque c'est encore une fois un service sur mesure, ça fait qu'on passe beaucoup de temps avec nos clients. Et puis pour les plus grandes familles françaises, non, on a quelques grandes familles par banquier, ce sont des banquiers qu'on appelle banquiers de grandes relations ou strategic clients et qui donc vont suivre ces familles et leurs family office puisque généralement elles ont un family office qui s'occupe de leurs affaires. Pour nous, un client, c'est un groupe d'affaires familial, donc on a souvent monsieur, madame, les enfants. Okay. Et puis, comme on s'inscrit quand même dans le long terme avec nos clients, au bout de quelques années, ça devient les grands-parents, les enfants, les petits-enfants qui font partie du groupe d'affaires qui est client chez Gestion de Fortune, de même que les holdings patrimoniales qui ont été constitués. On est vraiment sur... on peut avoir tendance à penser que gestion de fortune, c'est la gestion des actifs financiers, mais notre métier va bien au-delà de cela, puisqu'on est vraiment là dans l'accompagnement sur tout ce qui est patrimonial chez nos clients. Ok, ça on y reviendra un petit peu plus en détail. Mais c'est important de le... Voilà, quand on parle du sur-mesure, c'est pas que de la gestion d'actifs, il y a plein d'autres domaines qui vont jusqu'à au conseil en art, en immobilier, à la philanthropie, etc. Je suis désolé, je tousse un peu, mais voilà. Pas de souci, on va faire au mieux. Je tenais absolument à ce qu'on se voit aujourd'hui et à ne pas différer l'entretien. Avant de parler de peut-être un peu plus, si nous partager un petit peu plus comment ça se passe, etc., avec vos clients réels, moi j'avais envie qu'on fasse cet exercice, qu'on essaye en tout cas de faire cet exercice, et pour permettre aux auditeurs aussi de se projeter et d'imaginer à quoi ça ressemble au mieux, parce que ça suscite plein de questions. L'argent, de manière générale, est une forme de tabou pour certaines personnes. Les grosses sommes d'argent le sont encore plus. Et du coup, j'avais envie de faire cet exercice de mettre dans la peau de quelqu'un qui vient de gagner beaucoup d'argent et à peu près comment je serais orienté, ce qui se passe que j'aurais comme parcours si demain je vous passais un coup de téléphone en disant bah voilà, je viens de céder ma société pour 10 millions d'euros. C'est la première fois que ça m'arrive. On va dire que j'ai peu ou pas d'expérience dans la gestion de montants pareils. Qu'est-ce qui se passe quel est le parcours que je vais avoir, entre guillemets, en arrivant chez vous? Alors d'abord, le premier conseil, c'est qu'on vient jamais voir son banquier patrimonial suffisamment tôt. À la limite, si on avait très peu de job à faire, c'est le dirigeant qui va créer son entreprise, il constitue son holding, avec son holding, il va apporter les fonds pour créer la société et il commence déjà à structurer tout ça. Bon, dans les faits, ça se passe jamais comme ça. Et donc, quand le dirigeant vient nous voir, c'est juste avant la session. Et ça, c'est dommage. Et donc, nous, on va chercher les dirigeants pour leur dire, on aimerait bien discuter aspect structuration patrimoniale avec vous le plus en amont possible. Alors, les dirigeants... Je me permets de vous couper. Quelle est la raison de devoir l'anticiper le plus possible? C'est qu'il y a des actions qui doivent se mettre en place pour optimiser au maximum, qui doivent se mettre en place plusieurs années avant. Alors, à titre personnel, j'en connais une, il y en a peut-être d'autres. C'est la fameuse, quand on crée une holding et qu'on fait remonter des titres à une certaine valeur, etc. Il y en a peut-être d'autres et vous allez peut-être nous l'expliquer, mais qu'est-ce qui peut être concerné par le fait de venir plus en amont possible? En fait, on a... quand vous commencez à réfléchir, encore une fois, le plus en amont possible, à une opération de cession ou de cash-out de votre entreprise. Le cash-out, c'est quand vous cédez une minorité du capital et que la rentrée d'argent vous permet de constituer... un OBO aussi ou des choses comme ça. Exactement, tout à fait. À ce moment-là, on a des banquiers spécifiques qui s'appellent les banquiers privés actionnariat familial qu'on met face à notre dirigeant d'entreprise et qui vont suivre notre dirigeant sur cette opération-là. La première chose que l'on fait avec nos dirigeants, c'est qu'on leur présente un ingénieur patrimonial qui va faire une espèce de check-up de santé, mais sur la partie patrimoniale et fiscale. C'est depuis combien de temps est-ce que vous avez créé l'entreprise, quelles sont des questions diverses et variées. Est-ce que vous avez réalisé des donations pour vos enfants? Quel est votre régime? Est-ce que vous êtes marié? Quel est votre régime matrimonial? Etc., etc. Et donc ça, c'est le boulot de l'ingénieur patrimonial. C'est le boulot de l'ingénieur patrimonial et c'est à partir de la situation de départ qu'on va accompagner le client et lui proposer ce qui est le plus adapté pour lui. Mais ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que
là où on parle de sur-mesure, le client, ce qui nous intéresse, c'est de savoir quelle est sa philosophie derrière. Est-ce que, par exemple, s'il vend son entreprise, c'est juste pour avoir de l'argent à titre personnel, sécuriser de l'argent pour sa famille et il ne souhaite pas réinvestir, par exemple? Ou est-ce que c'est le start-upper qui se dit bon, c'est bon, là, je vends ma première entreprise, je sais que je vais en créer d'autres derrière, et donc je crée les conditions de pouvoir réinvestir de façon la plus intéressante fiscalement possible. Et donc, on va vraiment composer avec ce que le client nous dit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas juste une solution qu'on va appliquer et qui sera la meilleure possible. Parce qu'évidemment, si je comprends bien, et vous me complétez ou vous me coupez si je dis des bêtises, mais c'est vrai qu'en fonction du profil, il y a des gens qui vont dire j'ai fait 10, je veux le transformer je grossis les traits, mais je veux le transformer en 50. Il y a des gens qui ont dit j'ai fait 10, je veux surtout pas les perdre et je veux les mettre le plus à l'abri possible. Et puis s'ils peuvent me faire quelques petits, je prends quand même et tant mieux. Il y en a qui vont certainement être intéressés tout de suite par du partage familial, entre guillemets, de comment je transmets ça à moindre coût à mes enfants. Au même titre qu'en fait, quand on parle d'investisseurs, quand on va mettre de l'argent en bourse ou j'en sais rien pour monsieur tout le monde, il y a différents profils. Il y a le profil sécuritaire, il y a le profil risqué, etc. Même si évidemment, j'imagine que là, il y a encore plus de champs des possibles parce qu'on se parle de montants et de possibilités qui sont encore plus larges. Vous citiez la philanthropie, qu'en est un. La philanthropie, c'est plutôt comment je redonne aussi aux autres et comment j'investis dans des causes X ou Y. Vous voulez parler de conseils, on a ? Oui, c'est ça. Peut-être qu'on en parlera juste après, mais vous parliez de la plus-value de 10 millions d'euros. Donc, si l'entrepreneur, on va dire qu'il vend son entreprise 10 et que ça lui a coûté 0 au démarrage, bon, c'est un peu le cas d'école. S'il possède les titres en direct, donc il vend ses titres, il va toucher 10 millions d'euros et là, il va payer soit de l'impôt sur le revenu, vu que ces 10 millions d'euros ne sera pas très intéressant pour lui. Donc, il va payer la flat tax et puis 30%, et puis la CEHR, vous savez, la cotisation exceptionnelle au revenu, 4%. Donc, en fait, il va lui rester 6,6 millions d'euros. Après, c'est net de fiscalité, il en fait ce qu'il veut, et il peut se dire, ça y est, j'ai sécurisé de l'argent pour ma famille, et puis il va réemployer cet argent en l'investissant en actifs immobiliers, en immobilier, etc. Donc ça, c'est dans le cas où il possède les actions de sa société à titre personnel. À titre personnel. Soit il possède ces titres avec un holding qu'il a créé il y a déjà quelques années. Et donc là, il va remonter la plus-value au niveau de son holding. Et si les conditions ont été bien respectées, il va bénéficier d'un report d'imposition. Et donc, tant que l'argent reste au niveau du holding, il va payer 300 000 euros d'impôts. C'est-à-dire qu'il va toucher 9 700 000 euros. Vous voyez un peu la différence. Parce que à préciser que c'est sa holding qui est une société. Exactement. C'est pas lui dans sa poche. Exact. Et ça, c'est très important. C'est sa holding. Donc, si jamais il n'en dispose pas à titre personnel. Donc, ça veut dire que s'il veut en disposer à titre personnel, à ce moment-là, il doit se refaire une distribution de dividendes et on tombe dans le cas que j'ai cité juste avant où il paye les 34%. Par contre, s'il laisse l'argent au niveau de sa holding, derrière, il peut réinvestir, il peut recréer une entreprise, il peut acheter de l'immobilier, etc., etc. Et si c'est un holding patrimonial, il peut aussi y avoir de la gestion d'actifs au niveau de son holding patrimonial. Donc, tant que l'argent reste au niveau de la holding, il bénéficie de ce report d'imposition. C'est pour ça qu'il faut bien poser la question à notre dirigeant de savoir ce qu'il a envie de faire derrière. S'il nous dit, moi, je prends ma retraite, je veux sécuriser de l'argent pour mes enfants, pour mes petits-enfants, à ce moment-là, peut-être faut-il mieux, effectivement, se le distribuer à titre en direct. Une question qu'on pose toujours avant la session, c'est de savoir s'il y a eu un pacte du travail, si le client veut faire des donations à ses enfants, qui peuvent être des repreneurs de l'entreprise, ou qui peuvent, le cas échéant, vouloir céder l'entreprise, mais dans un temps plus long. Et du coup, l'ensemble bénéficie de déductions, d'abattements sur les droits de donation bien supérieurs. Donc, il y a plein de mécanismes, et encore une fois, qui doivent bien répondre à la situation, au profil de la personne, et pas l'inverse. On ne va pas essayer de se dire, tiens, là, il y a un super abattement, je vais essayer d'en bénéficier, parce que si ça ne colle pas avec l'histoire de la famille derrière, ça ne fonctionne pas. Donc, ce qu'il faut comprendre dans cet exemple, je vais suivre mon cas, c'est que si demain, je touche 10 millions d'euros, me concernant, j'ai pas d'enfant, je suis marié, mais j'ai pas la notion de transmission qui rentre en ligne de compte, donc ça, peut-être que
dans mes entretiens ou mes échanges, en tout cas avec l'ingénieur patrimonial, ça sera un paramètre pour bien me comprendre, etc. Je suis jeune, donc j'ai pas envie de me dire je sécurise et puis je fais rien avec cet argent. J'ai forcément envie d'essayer de le réinvestir et d'en faire Les entrepreneurs quelque chose. jeunes qui vendent systématiquement, ils fourmillent d'idées. Là, vous êtes plutôt un profil un peu start-upper, hein, si je puis me permettre. Et donc derrière, vous allez soit recréer une entreprise, soit jouer un rôle de business angel en allant investir dans des startups qui vous tentent, parce qu'on a un certain nombre de clients start-upers. Il y a pas mal d'investissements, beaucoup de recours au crédit. On fait du financement en gestion de fortune. Il peut y avoir des investissements en immobilier. Voilà, il y a toutes sortes de choses. Et tout ça, c'est pas l'un ou l'autre. C'est évidemment tout ça cohabite. Tout ça cohabite. Tout ça cohabite. Et ce qu'il faut voir, c'est que vous parliez tout à l'heure des grandes familles. Donc souvent, il y a un holding familial, une entreprise qui est en dessous, qui remonte des dividendes année après année. Et le jeu va être de redistribuer ces dividendes de façon... Il y a des dividendes qui permettent de vivre, mais il y a des dividendes qui permettent de la diversification. Quand une entreprise est très tributaire d'un actif corporate, ça peut être très intéressant, mais en même temps, si une famille il faut essayer de sécuriser, essayer de recréer, exactement, de diviser ses œufs entre guillemets. Exactement. Et donc souvent il y a de l'immobilier. Et donc là, nous, on peut les aider sur la partie immobilière, puisqu'on a une filiale, on a une banque assez vaste, donc on a une filiale qui traite spécifiquement la partie immobilière commerciale, immobilière de professionnels, d'habitation, etc. Mais on peut aussi, donc il y a la partie actif financier, hein, qui est un champ assez vaste, et donc pour laquelle on a beaucoup d'expertise, on va dire. Peut-être qu'on reviendra sur le sujet après. On a la partie conseil en art, un client qui dit moi j'y connais pas grand-chose, mais ça m'intéresse, j'ai envie de posséder quelques œuvres d'art. On est capable de l'acculturer, de lui montrer ce qui se fait sur le marché et de le conseiller. On est une filiale qui commercialise aussi, enfin qui vend des vignobles, des terres agricoles, des forêts, notamment les forêts et les vignobles. Donc ça intéresse. C'est infini en fait. C'est pas infini, mais c'est très large. Quoi. Voilà. Et puis il y a une dimension quand même, c'est que dès nos dirigeants ont des patrimoines assez importants, il y a une sensation d'avoir envie de rendre quelque chose à la société, et systématiquement, quasiment, on a de la philanthropie. Alors, soit sous forme de fondation d'entreprise, soit sous forme de fonds de dotation. C'est-à-dire qu'en tant que personne physique, en tant que famille, ou l'entrepreneur qui a peut-être, je sais pas, qui se dit, moi, j'ai pas forcément envie de me relancer dans une aventure entrepreneuriale. Par contre, je vais créer un fonds de dotation et je vais déployer l'argent du fonds de dotation auprès d'œuvres philanthropiques. Et ça peut être une occupation à temps plein. C'est passionnant. Franchement, il y a tellement de possibilités. J'imagine qu'on en a exploré 3% de ce qui existe. Mais il y a énormément de possibilités. Donc, pour clôturer juste ce cas concret, ce qu'il faut comprendre, et j'espérais avoir une réponse où vous m'auriez dit, mais en fait, je comprends que c'est pas possible. Vous m'auriez dit, faut mettre 10% là, 20% là, 30% là. Mais en fait, ça dépend complètement de ce que je veux. Ça dépend complètement. Est-ce que j'ai envie de redistribuer? Est-ce que j'ai envie de tout garder? L'entrepreneur qui nous dit, moi, j'ai toujours rêvé d'être viticulteur, ou d'avoir une exploitation de vin à domaine viticole, etc., qui va peut-être consacrer une partie importante, pas forcément très raisonnable, mais voilà. Mais il se dit, voilà, moi, je veux posséder un vignoble. On a celui qui est ultra sécuritaire et qui se dit, moi, je veux tout sécuriser. J'ai gagné de l'argent pour la génération suivante, voire celle d'après. Donc, je fais très attention à ça. Voilà, donc, mais encore une fois, dans les familles les plus fortunées, on va retrouver un petit peu de tout ça. C'est à la fin, ça devient un mix entre du risqué, entre guillemets, quel qu'il soit, du très safe, de la transmission, etc. Mais en effet, pour un nouveau client, j'ai envie de dire, quelqu'un qui vient pas de là ou qui est pas profil héritier, etc. On parlera un peu des différents profils de la gestion de fortune, après. Mais pour un nouvel arrivant, forcément, il va rentrer par une des portes, avant peut-être de se diversifier et de toutes les ouvrir, mais il va rentrer par une des portes, et cette porte-là, elle dépend un peu de son... Nous, c'est encore une fois du sur-mesure. Donc, on lui dit ça existe, c'est nous, et après, c'est le client qui décide d'ouvrir la porte ou non. Donc, tout à l'heure, vous me posiez la question de savoir à quel moment, qu'est-ce qu'on fait, etc. Donc, l'entrepreneur, quand il commence à se dire, tiens, je vais peut-être céder tout ou partie, le plus on le voit en amont, c'est mieux.
Et le plus on peut réaliser un accompagnement, une acculturation aux actifs financiers, le plus préférable cela est. Pourquoi je dis ça? Parce que l'entrepreneur qui n'a pas du tout prévu ça, donc la partie fiscale, il peut se prendre un choc fiscal parce qu'il paye vraiment plein pot. Derrière, il se retrouve avec la masse d'argent. Et là, un entrepreneur, il faut savoir que généralement la chose est publique, hein, ça apparaît dans les journaux, etc. Il se fait assaillir de coups de téléphone dans tous les sens, de ces GPI, de banques qu'il ne connaissent pas du tout, qui vont lui proposer des stratégies qui sont des stratégies souvent assez complexes et avec lesquelles le client, le dirigeant, va avoir du mal à s'y retrouver. Donc le plus il peut avoir vu quelques banques, c'est bien de diversifier ses risques. Ça te fait une idée en disant, tiens, j'ai envie de travailler, parce que c'est quand même une relation d'intuitu personnel, j'ai envie de travailler avec tel établissement et pas forcément tel autre. Donc il se fait son idée. Et il a pu commencer à travailler par anticipation ces stratégies d'allocation d'actifs. Le mieux ça se passe. Parce que le dirigeant qui se retrouve avec sa masse d'argent, qui se dit, oui, j'ai du temps devant moi, j'ai voyagé, etc., ça peut être plus compliqué de rentrer assez étonnamment dans la matière. Donc, il faut vraiment l'anticiper au maximum. Et ce qui est pas simple, c'est qu'on a beaucoup de dirigeants qui nous disent oui, mais si je commence à réfléchir à ça maintenant, ça va me porter l'ascoumoune, et qui décident au contraire de pas anticiper. Mais plus on anticipe, pareil, un client qui veut faire de la philanthropie, il peut créer son fonds de dotation quelques mois avant sa cession d'entreprise, ça lui fait gagner du temps. Voilà, il est beaucoup plus dans l'activité, le cœur d'activité. Et c'est vrai que le dirigeant qui est généralement ultra pointu sur sa stratégie d'entreprise, qui consacre une énergie incroyable, quand on va le voir, il dit non mais moi j'ai pas 2 heures à vous consacrer à une analyse patrimoniale, et ils sont à peu près une bonne partie des dirigeants est comme cela, en disant mais j'y connais rien, etc. Ça me prendrait trop de temps de découvrir. Je vous assure que les quelques heures, de culture en fait aussi à exactement, apprendre, exactement. Comme je dirais la culture financière qu'on apprend de nos 3 ans à la fin de notre vie ou presque. Exactement. Ça se construit avec le temps. C'est-à-dire plutôt on s'y prend. Plus mature on arrivera au moment où on en aura besoin concrètement, quoi. Exactement. Donc en effet je comprends bien ce point-là. Moi c'est quelque chose qu'à titre personnel je fais beaucoup parce que je me dis plus je découvre des choses tôt, plus ce sera évident ou simple le jour où j'y serai confronté, quel que soit le sujet, hein. Mais c'est hyper important et je trouve ça hyper intéressant d'essayer de l'avoir en amont. Mais du coup ça me suscite une question, c'est comment ça se passe, parce que vous, en gestion de fortune, vous gérez un minimum plus ou moins de 5 millions d'euros. Comment ça se passe si moi, je viens vous voir, je les ai pas, ces 5 millions d'euros aujourd'hui. Peut-être que dans 10 ans, je les aurai. Est-ce que je passe par un autre circuit? C'est-à-dire que d'abord, c'est peut-être la banque privée qui va m'accueillir. Ce que je disais, vous commencez en agence, après c'est la banque privée, mais ça peut être directement l'état banque privée si vous avez déjà des actifs financiers, et puis après, gestion de fortune. Et après, alors peut-être un mot sur la relation avec comment est-ce qu'est gérée la relation avec quand on devient client gestion de fortune. On a un banquier, on a un assistant, c'est-à-dire qu'on a la banque traditionnelle digitale telle qu'elle existe si on a envie de faire ses opérations soi-même. Mais si on a envie de pouvoir échanger avec quelqu'un, parce qu'il y a toujours un certain nombre de documents à fournir, il peut y avoir des opérations que vous souhaitez passer par un contact téléphonique pour des opérations classiques de virement et autres. Il y a un assistant qui est vraiment dédié aux clients. Et puis derrière, on a tous les experts. Donc l'ingénieur patrimonial, j'en ai parlé. On peut avoir un credit advisor. Lui, il est là pour structurer les demandes de financement de la façon, et souvent, on réfléchit avec nos clients pour voir ce qui est possible, ce qui l'est moins, ce qui est le plus astucieux à faire. On peut avoir si on prend un exemple sur le Credit Advisor, c'est, encore une fois, imaginons que je suis un de vos clients, je vous appelle parce que j'ai envie de réaliser une opération pour l'achat d'un bâtiment, par exemple, d'une de mes structures, ou parce que j'ai un projet, je sais pas, je veux racheter un gymnase pour les enfants de ma ville, j'en sais rien, peu importe. Et je vous dis, voilà, j'ai besoin de temps, merci de me faire une étude de ce qui est possible à faire, comment, etc. Et forcément, dans ce cas de figure-là, si en plus il a une holding, peut-être que ça passe par un montage avec une SCI, etc. Et à ce moment-là, ça se fait en lien avec tout le monde qui achète une résidence exactement, principale. Et ça se fait en lien avec l'ingénieur patrimonial, typiquement.
Ou alors, par exemple, quelqu'un qui a créé son entreprise, un start-upper, il a commencé avec du Friends and Family, donc il se retrouve avec, je sais pas moi, une dizaine de minoritaires au capital, et il se dit, ouais, mais je vais quand même céder mon entreprise d'ici 1 à 2 ans, donc j'aimerais bien pouvoir racheter les minoritaires, parce que derrière, pour aller voir un acquéreur, ça va être beaucoup plus facile dans la négociation. Donc nous, on peut le financer à titre personnel, il rachète ses minoritaires, et puis derrière, il peut aller entamer les processus de négociation avec ses... Alors, il y a plein de choses, plein de cas possibles. Possibilités. Exactement. Donc, Credit Advisor. Et puis, sur la partie actifs financiers, on a des Investment Advisors qui sont des véritables conseils, qui connaissent très, très bien les marchés financiers et qui vont vous conseiller pour faire des placements. Quand, sur la partie actifs financiers, on part toujours du client. C'est est-ce que vous avez un appétit au risque? Oui, non. Quel appétit? Est-ce que vous aurez besoin d'argent, de liquidité à moyen terme, à long terme? Donc il y a une notion de court, moyen ou long terme. Est-ce que vous êtes prêt à prendre un peu de risque? Est-ce que vous allez chercher du rendement? Est-ce que vous allez chercher des revenus, etc. Et en fonction de ce que le client nous dit, de sa connaissance également des marchés financiers, on va lui faire une proposition ou plusieurs propositions d'allocation d'actifs. Donc idéalement, en fonction de ce que vous nous avez dit, de votre appréciation du risque, de votre critère de court, moyen, long terme. Voilà ce qu'on peut vous proposer. Et là, je vais juste citer quelques noms, mais on ne va pas rentrer dedans. Ça peut être évidemment de l'assurance vie, ça peut être de la gestion sous mandat. C'est-à-dire que vous déléguez à la banque avec des critères assez précis une partie de vos actifs financiers pour que la banque le gère. On peut faire des produits structurés, on peut faire des investissements en private assets, c'est-à-dire du private equity ou private equity plus, etc. Donc on a évidemment tout le champ des actifs financiers, mais encore une fois, donc c'est conseillé par des super experts. Et encore une fois, on le fait toujours avec une notion de respect de ce que le client souhaite, parce que nos clients sont là pour du long terme. Et on sait très bien que leur satisfaction passe par c'est une relation pas quotidienne, oui. Enfin, oui, c'est pas une opération. Et puis il y a une notion de confiance. Oui, bien sûr, évidemment. Un client de gestion de fortune, il doit avoir confiance dans son banquier et dans ses différents interlocuteurs. Et il y a un sujet humain évident, c'est-à-dire évident. Le banquier et le client, enfin le banquier ou tous les autres métiers que vous avez cités, hein, mais faut qu'il y ait un fit humain à un moment, que les gens se comprennent, s'entendent bien et se fassent confiance. C'est inévitable, surtout quand on se parle de montants comme ça, et j'imagine, surtout sur des relations sur la durée. Il doit y avoir des histoires assez incroyables, parce que vous avez quelques anecdotes à nous partager, peut-être pour la fin, mais sur des banquiers qui sont avec des familles depuis des dizaines d'années, qui les ont vus évoluer, qui ont connu les petits-enfants, les enfants. On a des banquiers qui suivent des clients depuis 20 ans et donc qui les ont connus jeunes entrepreneurs, qui commençaient à réussir, et puis maintenant ils gèrent aussi les petits-enfants de leurs clients, et c'est vrai que du coup ils font quasiment partie de la famille. Hein. Enfin, donc ça devient comme un médecin de famille, quoi, en fait. Comme un médecin de famille, exactement. Exactement, c'est ça. C'est dingue de dire ça. Et est-ce qu'on peut parler, moi ça m'intéresse de comprendre peut-être un petit peu mieux les différents types de profils que vous pouvez avoir à la banque privée. Là, on a évoqué surtout le profil start-upper, entrepreneur. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qui existe d'autre comme profil? Qu'est-ce que vous pouvez avoir comme autre type on a beaucoup de profils différents. Là, on essaie de spécialiser un peu nos banquiers. C'est-à-dire que, je reviens juste sur la partie start-upper parce que c'est assez intéressant. Si vous êtes banquier de start-upper, vous devez comprendre leur écosystème. Vous avez, si vous connaissez aucun nom, aucun fonds, etc., la conversation, elle tourne assez court, quoi. Donc, il faut connaître les grands investisseurs, les grands fonds qui investissent, les principaux business angels, parce qu'on va les retrouver, la culture, connaître les transactions qui ont été faites, les startups ou scale-up qui fonctionnent bien, etc., etc. Donc, on a quelques banquiers. Bon, on rêverait d'avoir plein de clients start-upers, mais on a quelques banquiers qui s'occupent de ça et qui connaissent bien l'écosystème et qui, du coup, sont très crédibles vis-à-vis de leurs clients patrimoniaux du domaine de l'innovation et qui travaillent en lien avec nos structures corporate qui s'occupent de l'innovation. On a un centre d'affaires, par exemple, innovation, qui s'occupe uniquement que de start-up. On peut avoir des héritiers, hein, vous le disiez, donc la fortune a été réalisée il y a un certain temps. Eux, ils sont plus dans la préservation
du patrimoine et aussi la préservation de valeurs familiales souvent. J'imagine que c'est très différent comme type de client. Très très différent. Ça n'a rien à voir. On est souvent sur des montants qui sont assez importants, mais c'est pas il y a une notion d'argent, mais il y a aussi une notion de valeur. Et nous, on s'inscrit. C'est pour ça que les relations sont toutes uniques dans les valeurs portées par une famille. Et ce que l'on fait, par exemple, c'est qu'on va faire des événements qu'on appelle de next gen, c'est-à-dire que quand vous avez des jeunes qui ont entre 20 et 35 ans, on va proposer à nos familles clientes des séquences d'acculturation au monde financier. Ça peut être la fiscalité sur la transmission d'entreprise, ça peut être les marchés financiers au sens large. On le fait même sur la partie conseil en art, par exemple. Ça peut être tout domaine, en fait. Je vous coupe une seconde, mais c'est comme une espèce de formation pour les nouvelles générations de la famille à comprendre comment fonctionne le monde. Et idéalement, parfois, on prend une famille, tous les membres de la famille, quel que soit leur âge, et on leur dit, voilà, on va vous faire une séquence sur les marchés financiers, sur la fiscalité, sur la transmission, les possibilités de transmission. Et ça permet que tout le monde dans une famille entende les mêmes choses. Et puis, après, c'est leur sujet. C'est leur sujet de la même manière, quoi. Exactement. Et donc, mais on le fait toujours dans le respect des valeurs portées par une famille. Souvent, une famille, il y a une colonne vertébrale qu'on va retrouver, et on fait très attention à respecter cette colonne vertébrale et ses valeurs. Ça peut être de la philanthropie aussi, les familles qui sont très, très versées en philanthropie, ou très ESG. On a beaucoup maintenant de clients qui sont de plus en plus versés dans les ESG, et c'est très bien comme cela. Donc, on les accompagne sur ces thématiques-là également. Ok. Voilà, après, il y a plusieurs... la partie très grande famille capitalistique, j'en ai parlé tout à l'heure, hein, où là, on est vraiment dans la diversification de patrimoine, et eux vont quasiment ouvrir toutes les portes dont on parlait tout à l'heure, en disant celle-là m'intéresse, et au fur et à mesure que les années passent, en fait, on s'aperçoit que les différentes portes ont été ouvertes. Ok, hyper intéressant. Et un dernier point, un point que j'ai envie de voir aussi, et envie de savoir, c'est... Moi, j'ai beaucoup entendu les nouveaux riches. C'est une expression dont on a beaucoup parlé en disant les nouveaux riches. Comme si ça n'existait pas avant et que ça n'existerait pas après. Mais j'imagine que peut-être les profils... Enfin, j'ai tendance à croire, peut-être que je me trompe complètement, que les grosses fortunes étaient situées dans des grandes familles et que c'était un peu ça vos clients historiques. Et qu'aujourd'hui, il y a quand même des gens qui sortent des nouvelles grosses fortunes qui arrivent. Et du coup, un type de client qui a beaucoup évolué. Alors, je ne saurais pas dire sur les combien de dizaines de dernières années, mais en fait, ça a beaucoup changé. C'est une bonne question. 50 ans, j'imagine, quoi. Moi, j'ai petite cinquantaine. Quand je suis sorti de l'école, en fait, ce que tout le monde voulait faire, c'est travailler dans une grande entreprise. C'était, vous voyez, les années... moi, c'était 96, enfin bon. Et puis, il y a un truc qui a révolutionné... L'idée de la carrière... Ouais, carrière classique, voilà, ou devenir grand serviteur de l'État, ou en fonction des profils, etc. Et puis, il y a eu l'Internet, et là, il y a eu des jeunes qui sont allés vers l'entrepreneuriat. C'est toute la bulle Internet qu'on a eue, mais avant la bulle, il y a eu beaucoup, beaucoup de startups qui ont été créées. Et en fait, c'est passé dans les mœurs que finalement, fonder son entreprise, c'était quelque chose d'ultra intéressant, qu'on pouvait passer de l'entreprise fondée à une grande entreprise derrière, que c'était pas gênant. Alors qu'avant, si vous rentriez pas comme il fallait dans la grande entreprise derrière, vous pouviez plus y accéder. Ils ont découvert qu'il y avait autre chose. Et derrière, en fait, si vous prenez les jeunes maintenant d'écoles de commerce ou d'ingénieurs, il y en a énormément qui veulent créer leur entreprise. Et c'est ultra sain. Et donc, qui dit création d'entreprise, dit entreprise qui fonctionne bien, qui est revendue, et des jeunes qui acquièrent une fortune assez rapidement. On a des jeunes à 30-35 ans qui ont déjà une très très jolie fortune, qui sont des entrepreneurs assez incroyables. Et heureusement qu'on a ces gens-là. Moi, le terme nouveau riche, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ce sont des gens qui sont des entrepreneurs. Moi, c'est vraiment entrepreneurs qui vont réinvestir, qui vont irriguer le tissu économique, qui vont créer de la valeur. Et c'est ça qui est extrêmement riche. Et heureusement qu'on a tous ces dirigeants d'entreprise. Et vous voyez, moi j'étais en région aussi où on a des ETI familiales qui sont extrêmement bien gérées depuis longtemps, qui font des politiques de consolidation de leur secteur, et ça donne des champions régionaux. Voilà, donc moi je suis très admiratif en tant que banquier de ce que font certaines familles. Est-ce que vous avez un goût peut-être plus personnel sur
Je sais pas, peut-être que vous avez une histoire, une anecdote d'un client que vous avez en tête qui a pu faire des choses que vous avez trouvé, c'est peut-être purement vous personnel, hein, mais que vous avez trouvé un peu génial, exceptionnel, particulière, que vous n'avez pas l'habitude de voir, particulièrement à souligner. Est-ce qu'il y a une anecdote, je sais pas, un client peut-être spécifique qui a eu des actions qui sortent du lot, mais qui sont super chouettes, ou que qui vous a marqué? Un cas concret, alors des entrepreneurs successful, il y en a plein, ça c'est pas le sujet. Moi, un truc qui m'a frappé, c'est un client qui m'a dit, déjà très très belle réussite, très belle ETI familiale, qui m'a dit, en fait, moi j'aimerais bien faire une fondation d'entreprise, parce que jusqu'à présent, j'ai eu des actions de philanthropie, mais qui étaient un peu trop éparses, etc. Et j'aimerais bien faire une donation de quelques pourcents de mon entreprise, voire même quelques bons pourcents de mon entreprise, à une fondation, de façon à ce que, quand je me verse des dividendes, eh bien, ça vienne abonder les fonds de la fondation. Alors, dans les faits, et donc nous, on a la réponse, hein, parce qu'on a une experte des fondations qui fait ça depuis 20 ans, et donc on a été lui présenter. En fait, dans les faits, c'est plus compliqué que ça. Voilà, donc on lui a expliqué les fonds de dotation, les fondations abritantes, les fondations abritantes, les fonds de dotation. Et donc après, elle a pu, en pleine connaissance de cause, en fait, c'était une femme, voilà, elle a pu créer sa fondation, etc. Mais il y a une notion de vouloir agir sur la société positivement qui est assez incroyable, et de la part de beaucoup d'entrepreneurs qui ne le crient pas forcément sur les toits, mais c'est quelque chose au fond d'eux, ils ont envie de faire ça. Et moi, je suis très très respectueux de cette démarche. Incroyable, passionnant. Qu'est-ce qu'on pourrait se dire pour clore peut-être cet épisode? C'est que si on est entrepreneur, c'est intéressant de tout de suite se rapprocher de BNP Paribas évidemment, mais de banques de manière générale pour être là le plus tôt possible. Et oui, qu'est-ce qu'on doit éviter? En fait, qu'on soit client ou non client, mais qu'on a quand même envie de potentiellement devenir client, nous, on est sur le temps long. Donc, commencer à nouer une relation. Je vous ai parlé des banquiers privés, actionnariats familiaux. Parfois, ils suivent un dirigeant qui n'est pas client chez nous pendant 1 an, 2 ans, mais en construisant la relation, ce qui permet que notre client comprenne bien les enjeux, ce qu'on peut leur apporter, et construise également la relation de confiance qui était évidemment importante. Donc, encore une fois, nous, on est vraiment là pour accompagner nos dirigeants d'entreprise dans le temps long. C'est ça qu'il faut retenir. Est-ce qu'il y a peut-être des éléments à citer, d'erreurs communes à éviter, choses que vous avez l'habitude de voir, ce qui peut se passer, de l'erreur commune qui coûte cher ou qui est particulièrement désagréable? L'erreur, il y a pas mal d'erreurs à éviter. Encore une fois, la détention en direct de ces titres, ça, c'est quand même un truc, quoi qu'il se passe, si on peut être passé par une holding, c'est plus astucieux. Après, il y a une deuxième erreur. Peut-être je le précise, parce que c'est un cas que je connais pour le coup un tout petit peu, pas aussi bien que vous, je pense, mais que je connais quand même, où la holding, au tout début, à la création d'une première entreprise, en général, ça se fait pas. Parce que déjà, l'entrepreneur, en général, n'a pas la connaissance de faire ça. Oui, c'est ça. Et que il y a quand même un sujet intéressant d'un moment, faire ces transferts de parts, de titres du perso vers une holding pour les valoriser une première fois, avoir un crédit d'impôt sur 3 ans, etc. Enfin bon, il y a toute une stratégie qui existe. D'apport-cession, oui, effectivement. Tout à fait. Mais en effet, en général, en travaillant avec une holding, on a quand même possibilité de faire des choses. Il y a ça, et puis une deuxième erreur à pas éviter, c'est d'acheter de l'immobilier à partir de la société d'exploitation. Parce que lorsque vous souhaitez vendre, à ce moment-là, il faut vendre à l'entreprise avec l'immobilier. L'immobilier n'est pas forcément très très bien valorisé dans le prix d'ensemble, en fait, le package d'ensemble de la cession. Alors que si vous avez créé une SCI, tout simplement, vous avez mis votre immobilier dedans, vous avez la faculté de céder l'immobilier avec la société d'exploitation ou non, et le cas échéant, de la conserver pour vous, ce qui vous permet de conserver des revenus de loyer, des revenus immobiliers, si vous le souhaitez. Donc là, le cas, si je le reprends pour le revulgariser un tout petit peu, c'est si j'ai ma société A et ma holding B qui détient mes titres, ne pas acheter potentiellement, par exemple, les bureaux de ma société A avec ma holding B, mais créer une troisième société qui sera une SCI pour détenir... Qui peut être détenue par la holding. Qui peut être détenue par la holding. Ou non, d'ailleurs. Ou pas, mais qui permet si jamais on conserve l'immobilier, c'est-à-dire qu'on enlève l'immobilier
de la société d'exploitation juste avant la cession. Là, on paye des plus-values plein pot, ça n'a aucun intérêt. Donc, autant bien structurer le montage dès le démarrage. Voilà, ça, c'est un autre exemple. Il y a plein d'erreurs à ne pas commettre. Il nous faudra un épisode entier pour pouvoir... Voilà, d'où l'intérêt de l'ingénieur patrimonial. Ouais, c'est ça. Donc, d'où l'intérêt de commencer tôt, et évidemment pour éviter certaines choses qui se font avec le temps. Mais moi, ce que j'ajouterais pour finir, c'est vraiment qu'il y a une démarche d'éducation personnelle aussi à faire en tant qu'entrepreneur. Surtout, on le fait sur tout un tas d'aspects. On le fait sur l'aspect commercial quand on apprend à vendre nos produits et nos services. On le fait sur l'aspect gestion quand on commence. Au début, on gère une partie et puis on en gère de plus en plus et puis on apprend à gérer des choses qu'on ne savait pas gérer. Et on néglige énormément souvent, et vous l'avez très bien dit, l'aspect patrimonial personnel. Et évidemment, au début, on ne va pas pouvoir aller sur des investissements à plusieurs dizaines de millions d'euros, etc. parce qu'on est jeune et qu'on n'a pas encore toujours tous les fonds nécessaires. Mais au plus tôt on s'éduque, au plus tôt on va éviter des erreurs parmi celles qu'on vient de citer, mais il y en a évidemment plein d'autres. Mais c'est vraiment cet aspect d'éducation. Voir ça comme et moi, j'aime bien voir mon banquier comme une forme, pas de professeur, parce que c'est pas si je veux pas en classe, mais il a des choses à m'apprendre. Et un dirigeant doit avoir une stratégie patrimoniale. Il a sa stratégie d'entreprise, il faut qu'il ait sa stratégie patrimoniale, il faut qu'il ait sa stratégie de donation quand il commence à avoir un certain âge, etc. Il n'y a rien de pire que de voir un dirigeant qui n'a rien prévu, et qui décède malheureusement, et avec les enfants qui se retrouvent avec une entreprise à céder parce qu'il y a des droits de succession à payer. Ils n'ont absolument pas été parfois formés pour reprendre l'entreprise. Et donc voilà, tout ce qui a été construit pendant une vie se retrouve pas réduit à néant, mais mal exploité. Exactement. Donc ouais, c'est vraiment cette notion. Éduquez-vous sur l'aspect financier au sens large, mais aussi patrimonial personnel le plus tôt possible, parce que c'est comme ça qu'on... Et puis c'est tellement dense, il y a tellement de choses que ça peut donner des idées aussi, mine de rien. Je donne un exemple pour moi à titre personnel. Jamais été très fan d'immobilier, etc. Mais quand j'ai compris qu'il y avait des choses à faire autour de ça et que j'ai compris l'intérêt suite à des discussions avec mon banquier, j'ai découvert un intérêt et un attrait, et je trouvais ça finalement plus si embêtant que ça, mais ça commençait à carrément m'intéresser. Donc, enfin voilà, je trouve que l'aspect éducation, et donc éducation financière, mais éducation patrimoniale aussi, est hyper intéressant, et c'est vrai que par l'organisation que vous avez expliquée, du retail, potentiellement la banque privée, après potentiellement la gestion de fortune derrière, il y a tout un tas de gens qui sont là pour... Ce sont des réponses adaptées à chacun des cas de figure. Et ça, quand on prend les valeurs d'entreprise, si on est dans le monde lié au retail, par exemple, bon, il y a la société d'exploitation qui vaut ce qu'elle vaut, mais souvent, quand l'entrepreneur, depuis 10, 20, 30 ans, a su s'endetter pour constituer un patrimoine immobilier de boutiques, de concessions auto, etc., souvent, une bonne partie de la valeur qui a été créée provient des murs. Hein. Donc oui, effectivement, c'est quelque chose de tout à fait important. Donc, il y a plein de choses à faire. En tout cas, c'est aussi l'objectif de ces épisodes-là, de pouvoir éduquer au mieux. Mais malheureusement, il nous faudrait des dizaines et des dizaines d'épisodes de plusieurs heures pour pouvoir compléter complètement la boucle. Mais allez auprès de votre banque pour vous renseigner et en apprendre plus et vous éduquer aussi. Et on sera ravis de vous conseiller, parce que vous êtes un entrepreneur brillant dans les différentes phases de votre vie professionnelle. Avec plaisir. On va s'en reparler après. Merci beaucoup. Merci Jean.